congrès pouvaient intervenir et participer des nouveaux adhérents qui adhéraient individuellement. C'est la seule fois où ça a été prévu et possible. J'ai donc adhéré au PS là, à l'occasion du congrès. Et je suis allé comme ça au congrès fédéral et au congrès national aussi, en partie seulement, parce qu'il y avait... On n'avait pas encore déménagé, il y avait des problèmes à la maison. Bon, j'ai donc adhéré à ce moment-là. Et immédiatement, après le congrès d'Épinay, autre conséquence, comme Sarr s'est retrouvé, enfin, au sein du groupe socialiste déjà, où on était 8 au Conseil de Paris, on s'était déjà compté, et on s'était retrouvé, ça faisait quoi? Ça faisait 3 CRS, je votais avec Sarr et Guidoni, hein, et les autres en face étaient de bons molétistes. Et immédiatement après le congrès d'Épinay, Sarr était devenu membre du secrétariat national du parti. Il avait abandonné la Fédération de Paris, qu'il avait laissé à Guidoni. Alors l'un et l'autre m'ont dit, écoute, on ne peut plus venir au Conseil de Paris, on est trop pris maintenant, on fera une apparition une fois de temps en temps. Alors tu te démerdes, tu suis les affaires, hein, et tu veilles au grain pour défendre les positions. Voilà. Alors je me suis donc retrouvé à plonger en plein dans la politique, beaucoup plus que ce que j'avais pensé au départ. Hein. Et j'ai pas eu d'autres responsabilités politiques immédiates. J'en ai pris en 1973, au moment du congrès de Grenoble, où je me suis retrouvé élu à la commission de contrôle financier national du parti. Hein. J'avais présenté ma candidature à la demande de Sarr là, à la Fédération des élus socialistes pour être membre du bureau. C'était, paraît-il, arrangé par discussion entre responsables des courants. Je devais en faire partie. Alors, j'étais candidat. L'arrangement n'a pas tenu. Ils ont été très longs à dépouiller. Je faisais partie, je devais être le deuxième non élu. Voilà, dans les candidats. Bon. Et je suis donc pas allé à la Fédération des élus. Ça m'a fait un peu de travail en moins. Mais les affaires d'urbanisme me prenant quand même davantage de temps sur le 13e, puisqu'on avait l'opération Italie qui se déroulait, ce qui signifiait qu'il y avait des opérations d'expropriation, c'est-à-dire, c'était même pas des expropriations, puisque l'opération Italie faisait obligation aux propriétaires de vendre leurs biens, même s'ils n'étaient pas d'accord, dès que dans un îlot de 15 000 m², il y avait une équipe de promoteurs qui en avait acheté déjà plus de la moitié. Ils avaient la possibilité d'obliger disait cet arrêté du Conseil de Paris, les autres propriétaires à vendre. C'était totalement illégal, c'était pas une préemption faite par la ville, c'était la Fédération Italie qui faisait ça. Alors ça a marché à l'estomac auprès de petits propriétaires qui avaient peur, qui avaient la trouille. Dès qu'il y en a eu quelques-uns qui se sont ressaisis, ils ont été coincés. Mais comme c'était le gouvernement Pompidou, c'était Pompidou qui était le patron, puisqu'il fallait une loi pour quand même régulariser ce genre d'opération, l'Assemblée a voté une loi autorisant
l'obligation de vente pour les petits propriétaires dans la mesure où ils étaient minoritaires dans une association foncière urbaine. Ils étaient allés chercher ce statut qui avait été fait par Napoléon III pour les marais, les marécages de la Sologne, quand il avait entrepris d'assécher une partie de la Sologne dans les années 1850. Hein. Alors c'était des associations foncières rurales. On avait transposé ça à association foncière urbaine pour les quartiers de Paris. Ah oui, non, c'est assez croquignolet. Lorsque des historiens sérieux dans le domaine de l'urbanisme voudront bien se pencher sur la question, ils verront qu'on fait à Paris des choses qu'on ose à peine faire dans les anciennes colonies françaises. Bon. C'est comme ça que Pompidou a fait avancer la rénovation. Hein. Et j'ajoute que celui qui menait l'opération de rénovation, qui avait obtenu, de par le contrat signé avec la Fédération, sous le parrainage d'un préfet, il a y touché 1,5% sur tout ce qui se construisait dans le secteur. Il y avait 15 000 logements à construire. Hein. Ce n'était pas une plaisanterie. Ce type n'était ni architecte, ni urbaniste. Enfin, urbaniste, il n'y a pas de diplôme. Architecte, il y a un diplôme. Il n'était pas. C'était un ancien commis d'un magasin de quincaillerie, hein, oui, monsieur Hacher, et il empochait, quand l'opération s'est terminée, non pas qu'elle était finie, mais quand elle a eu avorté, il n'est pas resté là longtemps. Il est parti aux US, il doit encore y être, je ne sais pas ce qu'il bricole là-bas, entre Manhattan et Harlem, je ne sais pas. Bon, mais c'était lui qui était le patron. Hein, et le préfet traitait avec lui, etc. Alors, je me suis donc battu, moi, avec ces promoteurs en ayant... Comment faire pour les coincer? C'était pas facile. Mais c'est l'un d'entre eux qui m'a... Enfin, un de leurs employés, celui qui tenait le bureau de présentation et de démonstration, là, où il y avait la maquette, le plan d'aménagement, etc. J'étais allé le voir au bout de 3 mois que j'étais conseiller. Alors il m'a expliqué en détail, de la place à la porte d'Italie, tout devait y passer, et il y aurait des tours, etc. Et c'était organisé par Hilot. C'est là où j'ai constaté que la rue du Moulinet devait disparaître. Il trouvait que ça faisait une rue de trop. Donc l'îlot devait aller de la rue Vendresanne jusqu'à la rue de Tolbiac. Hein. Et là, j'ai dit, bon, c'est bien. Maintenant qu'il y a un Moulinet qui est élu, la rue qui porte le même nom, elle n'existera plus. C'est quand même un comble. Bon. Le type m'explique, mais c'est pas compliqué, c'est un parti pris, des tours, 100 mètres de haut, reposant sur des parkings, 5 niveaux de parking en dessous. On descend comme ça à 15 mètres de profondeur, donc on est sûr d'avoir un sous-sol stable, parce que dans le coin, il y a beaucoup de carrières, mais pas très profondes. Alors là, on a le dur, ça va. Et les gens pourront donc mettre leur voiture. Au rez-de-chaussée, un centre commercial et les équipements de quartier, c'est-à-dire une école ou une crèche. Et puis au-dessus, les tours, 32 étages. Bien entendu, l'ascenseur descend jusqu'au 5e niveau de sous-sol, si bien que le quidam va travailler en voiture, il revient, il met sa voiture au parking, il prend l'ascenseur, il s'arrête au supermarché, il peut même avec son caddie monter chez lui toutes ses provisions. Il renvoie le caddie par l'ascenseur, et puis le samedi et le dimanche, dès le vendredi soir,
avec sa voiture, il va dans sa résidence secondaire. Hein. Donc c'est pas compliqué pour s'occuper, l'animation le samedi et le dimanche. C'est pas grave. Hein. Et pour ce qui est de l'avenue d'Italie, ben, comme elle aurait été bordée de tours du début à la fin, pour que ce soit vivable quand même, ces tours n'avaient pas de fenêtres donnant sur l'avenue. Et pour que les piétons ne soient pas mélangés à la circulation, car on aurait élargi l'avenue, de façon à faire une autoroute de 2 fois 3 voies, on faisait une passerelle à 6 mètres de haut pour les piétons, de chaque côté de l'avenue, pour qu'ils soient là, exactement comme les vaches qui regardent passer les trains. Là, les piétons auraient regardé passer des bagnoles. Bon. C'est... Voilà le schéma qu'il y avait. J'ai dit, mais oh, c'est ça, c'est... Ah puis, c'était ce qu'ils expliquaient dans les stands d'exposition, puisqu'il y avait 50% de logements sociaux, locatifs, et 50% d'accession à la propriété. Et au départ, de l'accession à la propriété, qui n'était pas trop cher. Ça ne dépassait pas le plafond des prêts du crédit foncier, ce qui fait qu'en 71, oui, les tours des Olympiades, les premiers, c'était à 2500 francs du mètre carré. Les gars ont vendu ça là, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, quand ils ont vendu, que ça se vendait encore bien, là, 15 000 francs le mètre carré, oui, allègrement. Hein? 20 ans après. Et c'était donc avec... le gars m'explique ça et me dit... donc pour faire ça, bah, pas compliqué, on rénove au bulldozer, hein, on ne garde pas... pour faire ces tours, tout ça, il faut que les grues puissent travailler, qu'on puisse installer l'usine à béton, etc. Donc, allez, on fait place nette. Je me dis, bon sang, il y a des immeubles là, qui ont été faits il n'y a pas longtemps. Entre l'avenue d'Italie et l'avenue de Choisy, juste sur la place, il y avait un immeuble qui était fait depuis 4 ou 5 ans, avec une banque en rez-de-chaussée. Vous allez là. Ah non, pas d'histoire. Il déblaye. Ah bon? Il dit, mais alors, et au bout de l'avenue, là, vers la porte d'Italie, il y a un immeuble HLM qui a 10 ans. C'est pareil. Il déblaye. Il fait que 8 étages. Allez, allez. Il sera cassé. Mais vous en avez un autre. J'ai dit, il y a une fondation, là, la fondation... alors, comment c'est celui qui a le créateur de la Samaritaine? Ah oui, c'est pas la Samaritaine, c'est le Bon Marché, tu veux dire. Non, non. La Samaritaine. Il y a une fondation qui est là, un immeuble de... C'est des logements pas très grands qui font 2 pièces, cuisine, mais en bon état, ça... Cognac, non. Hein? C'est pas Boussico, non, c'est pas... Non, c'est pas Boussico, enfin non, comme ça. Bon. Alors, ah, il me dit, je sais bien que c'est embêtant, une fondation, mais ça, il n'y a rien à faire, c'est décidé. Ah, que ça soit démoli, pareil. Oui. Oui, on y arrivera. Je vous ai dit 15 ans. 1985, tout sera terminé. Oh! Ah, évidemment, oui. Si on est obligé de respecter tous les règlements, tous les décrets, ça, alors là, on n'en sort pas. Je dis oui, je l'ai dit au préfet il y a 15 jours. Là, il était venu, là. Tout ça, toutes ces lois, ces règlements, c'est fait pour être bousculé un peu, quoi. Faut y donner des coups d'épaule. Sans ça, ça peut pas. Alors on les bouscule. Bon, comme ça, on avance. Ah bon, ça va. Je me suis dit, ben, on va surveiller ce qu'ils font, quoi. Alors comme à l'époque, existait le bulletin municipal officiel qui publiait une partie des les arrêtés préfectoraux les plus importants, qui publiait aussi
les questions écrites posées par les conseillers au préfet, aux deux préfets de Paris et de police, comme correspondant aux questions écrites que posent les députés aux ministres. Et ça paraissait tous les jours, enfin 5 jours par semaine. Et le BMO publiait également, ce qu'il fait toujours, les demandes de permis de construire, et puis les permis de construire acceptés. Mais ça demande en résumé. Hein. Et j'étais intervenu déjà pour demander que ces demandes sortent bien plus tôt, ça paraisse avec moins de retard, quoi. Donc, ça paraissait avec 3 semaines de retard, pas beaucoup plus. En général, il faut au moins 3 ou 4 mois avant que la ville se décide à se décider pour un permis, à l'époque. Ça permettait donc de suivre les constructions. Et c'est marrant, les promoteurs avaient cette habitude, ils attendaient le mois d'août pour sortir le gros paquet de dossiers, de gros dossiers et de gros permis de construire. Alors, en rentrant de vacances, là, en août 72, hein, qu'est-ce que je vois? Il y avait quasiment une page sur les demandes de permis du 13e. Et puis il y en avait une, entre autres, qui faisait 7-8 lignes, pas plus que les autres. C'était pour la tour Apogée, qui devait faire 180 mètres de haut et être à la place d'Italie. Alors elle s'appelait Apogée, puisque c'était la plus haute, bien sûr, hein, de tout le programme. Il y avait 55 tours prévues au total. Et de 100 mètres, celle-là, 180. Dans le plan d'ensemble qui avait été agréé par le ministère de l'Équipement, au départ, ils avaient prévu de la mettre à la porte d'Italie. Mais quand même, le promoteur avait râlé à la porte. Loin, ça, parce que la banlieue... Non, place d'Italie, quoi. Là, c'est... Et... Alors, ça avait été accepté, c'était place d'Italie. Bien. Je vois la demande. Eh bien, c'était pas... Alors, 180 mètres, ça représentait donc 60 étages. Eh bien, la demande, c'était pas 180, c'était hauteur 210 mètres. Et surface, alors bien sûr, il y avait le chouïa correspondant, quoi, en plus. J'ai donc immédiatement fait une question écrite au préfet. C'était Puliébol, c'était son successeur, Verdier. C'était pas la même chose. Verdier était un préfet républicain. L'autre avait tout du... Il se comportait, quand il montait à la tribune, comme un Feldwebel. Hein. Oh mon Dieu, il gueulait, c'était infernal. À peu près de la même façon que le seul que j'ai vu gueuler comme ça, c'est... Pareil, c'était un autre Lorrain, François Guillaume, quand il a été ministre de l'Agriculture de Chirac, en 86-87. Il hurlait pareil. Bon, arrive, j'ai donc posé la question écrite au préfet, puisque le préfet, il y a un accord préalable pour 180 mètres de haut. La demande est de 210, 30 mètres de plus. C'est pas rien, 30 mètres quand même, ça fait 10 étages, hein, minimum. Alors, c'est pas conforme. Normalement, moi, je vous demande de refuser. Verdier n'a pas barguigné. Dans les 8 jours qui ont suivi, refus du permis. Le promoteur, délirant. Je sais que j'ai eu l'occasion de le voir, mais d'autres, il s'est répandu partout en disant « ça y est, j'ai perdu 10 millions ». Car effectivement, c'était le permis de construire détaillé qu'il avait présenté. Pour une tour de 200 mètres de haut, c'est pas un simple plan, hein, ça devait représenter 1 mètre cube de plan. Hein. Là, il y avait des heures de boulot là-dessus. Hein.
obligé de tout recommencer, etc. Alors, le temps perdu, ben effectivement, oui, beaucoup de temps perdu. Alors il a recommencé, mais comme il avait adopté comme principe, et comme ses collègues qui étaient sur cette opération, de toujours demander plus que ce qu'il avait droit. Hein? C'était la règle. Et du moment, comme il avait dit, on bouscule un peu, quoi. Puis ça passe. Hein? Alors il s'est dit, ce que je n'ai pas pu gagner en hauteur, oui, il faut quand même que je me rattrape. Alors on va faire une autre tour, on change les plans, quoi. On va la faire plus large, quoi. Pour gagner en largeur, ce qu'on n'a pas pu gagner en hauteur. Alors le temps de mettre ça au point, tout ça, ça a bien duré 1 an. Quand il a représenté sa demande 1 an plus tard, encore au mois d'août 73, ben, j'ai rebeloté, moi j'ai refait une question écrite au préfet, c'est toujours Verdier. J'ai trouvé Verdier dans les couloirs de l'hôtel de ville 2 jours après, qui m'a dit « Monsieur le conseiller, je ne répondrai pas à votre question écrite. » Tiens, oui, je vous le signale, je suis déjà dessaisi du dossier. Le ministère m'a pris, la demande a dit « C'est nous qui réglerons. C'est nous qui répondrons. » Alors, que voulez-vous? Je ne veux pas vous mettre ça par écrit. Hein. Bon. Et alors le ministère de l'Équipement a dit à ce moment-là, évidemment, d'accord avec la demande du promoteur. Mais quand même, fort heureusement, c'était Duhamel qui était ministre de la Culture. C'était Culture. Il s'est rappelé à ce moment-là que quand même, il y avait un seul bâtiment classé dans le 13e, il n'y en avait qu'un, qui était non pas les Gobelins. C'est pas classé les Gobelins. Non, mais c'était derrière les Gobelins, le bâtiment du Mobilier National, construit par Auguste Perret. Comme c'est M. Perret, ça a été classé. Voilà. Et comme il y a un périmètre de protection de 500 mètres, autour d'un monument classé, eh ben, l'emplacement de la tour apogée était à 495 mètres, heureusement, du garde-meuble national. Alors, Duhamel a dit, je dois donner mon avis. Bon, il a fait traîner un peu les choses, il avait 3 mois pour se prononcer, il a bien mis 3 mois, si bien qu'il a donné avis défavorable en disant oh, cette tour se verra depuis l'Institut de France, depuis les quais de la Seine, on la verra. Ça va dépareiller le paysage, etc. Marche pas. Alors, puisqu'il y avait un ministre qui était pour, un qui était contre, c'était le Premier ministre qui devait trancher. C'est donc monté chez Mesmer. Le pauvre Mesmer, c'était en janvier 74, quand Pompidou était vraiment plus que bien malade, au moment où il a fait son voyage en Chine, où il n'arrivait plus à se tenir debout, fallait le pauvre qui s'assoit pendant les réceptions, tout ça, bon. Et alors Mesmer avait d'autres soucis que ce machin, et puis se prononcer là-dessus, il n'osait pas, quoi. Alors, au bout d'1 mois, Mesmer a envoyé le bébé à l'Élysée. Et ce dossier était à l'Élysée. Il est arrivé jusqu'au bureau de... Alors, il a fait les méandres du parcours, hein, les attachés, conseillers, etc. Ça a quand même fini par arriver sur le bureau de Pompidou. Ben, c'était juste la veille de sa mort. Alors là, quand même, il n'a pas eu le temps de voir le dossier et de le signer, censé il l'aurait signé. Comme c'était lui qui avait parrainé l'opération au départ, hein, il est mort, le dossier était là, pas signé. Alors quand Giscard est arrivé, 3 ou 4 semaines après, ben, ça faisait partie des choses à régler. Alors comme Giscard s'était engagé pendant la campagne électorale
à arrêter les tours. Il a dit, je refuse. Bon, terminé. Le promoteur en piaulait, criait en disant, alors, l'État ne tient pas à ses engagements, l'État, le ministère avait autorisé, ah oui, mais ils les avaient pas autorisés à dépasser les normes, ils avaient qu'à faire un projet correct, et puis c'était tout. Alors toujours est-il, ben, ils avaient commencé un trou, hein. Alors ils ont bouché le trou provisoirement avec un plancher, et on est resté sur la place d'Italie, à la place de la Tour Apogée, jusqu'en 84 ou 85, avec ce plancher-là, sur lequel il fallait pas trop. Je sais qu'une fois, on y a fait une manif, rassembler 700-800 personnes dessus, il fallait pas qu'ils se mettent à sauter en même temps, hein. On se demandait, ça vibrait, bon. Il y a un camion qui est venu un jour pour faire des travaux à côté, le camion est passé. Dès que le camion a été rempli de 10 tonnes de terre, il est passé à travers, hein, bon. Alors, oui, c'était... Et il y avait... Alors, on a donc coincé comme ça. Alors, j'ai coincé quelques promoteurs aussi. J'ai pas été mécontent. Et ça, c'était le gros, le leader, celui-là, M. Gubillot, celui qui voulait sa tour apogée. Mais il y en avait quelques autres. Il y en avait un qui avait fini par obtenir un permis de construire rue Caillot. C'est ça donne sur entre l'avenue de Choisy et l'avenue d'Italie, à hauteur du métro Maison-Blanche, pour un immeuble de bureau de 15 étages, alors que vous avez les deux rues, la rue Caillot et puis l'autre qui font à peine 10 mètres de large, hein, et qui a des immeubles de 6 étages chaque côté. Alors les riverains disaient, alors ça y est, 15 étages. Mais on ne verra plus rien, on ne verra jamais le soleil. C'est fini. On est bloqué. Alors, bon, on est allé ameuter les gens le samedi, quoi, avec le micro et le porte-voix, hein, et réunion, puis constituer un comité de défense. J'aurais dit, moi je vous aiderai, mais prenez vos affaires en main, là. Bon, il y avait une équipe de gens qui se sont retrouvés, qui étaient pas trop couillons. Il y avait un technicien de la RATP, un gars qui était dans la mécanique, un retraité assez dégourdi, et puis 2 ou 3 autres. Ils ont fait un comité, bon. Je leur ai dit, ben, vous surveillez, le promoteur était venu, il en était à faire ses travaux souterrains. Et ils descendaient pour faire les parkings. J'aurais dit, vérifiez bien ce qu'ils font, épluchez le permis de construire, vérifiez ce qu'ils font, regardez bien, ils vont sûrement dépasser les normes. Effectivement, ça n'a pas loupé. Il y avait l'autorisation de 4 niveaux de parking. Bon, quand ils étaient là avec la grue, hein, il y avait pelleteuse, 4 niveaux. Oh, on en fait un 5e. Ils ont fait le 5e. J'aurais dit, laissez-le faire complètement. Et puis après, crac. Après, ben, ils ont pris un bon avocat. Et puis au tribunal administratif, ils ont demandé l'arrêt des travaux, titre provisoire, et puis de façon définitive, la suppression du permis. Hein. Gain de cause, le promoteur malade, obligé d'arrêter sa grue. Hein. Fini. Plus moyen de... Parce qu'il avait quoi? Il était arrêté au 5e, il s'était arrêté, il avait commencé de couler ses parois, hein, sur les côtés. Bon, vas-y. Hey. Après, ils ont obtenu, bon, la suppression du permis, le promoteur a fait appel, ça a mis 1 an avant que l'appel soit jugé. En appel, bon, ben, les copains ont gagné, alors ça allait. Pendant ce temps, ils s'étaient bien organisés. Et puisqu'ils avaient réussi à empêcher le monstre, ils avaient dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je leur ai dit, maintenant, ben, le gars, on verra ce qu'il fera. Il y a des chances qu'il fasse faillite.
renseignement pris, c'était pas un promoteur tellement... il avait fait un tour de table, emprunté à plusieurs banques, etc. Mais il fallait que ça puisse se construire assez vite. Hein. Bon, c'était dans la mesure où il était en carafe, comme ça, là, il déposera son bilan. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? C'est vendu. Bon, ben, on se battra pour que la ville achète. Puis que ça soit, bon, on fait construire des HLM dessus, mais pour qu'il n'y ait pas n'importe quoi. Puisque vous habitez le quartier, ben, dites donc un peu ce qu'il y a besoin. Hein? Ils s'étaient débrouillés comme des chefs, les gars. Il y en avait un qui avait son, je sais pas, un beau-frère qui était un jeune architecte. Ils l'ont fait bosser, ils ont discuté avec lui, etc. Et les gars avaient fait un projet bien fichu, dans lequel ils avaient mis un paquet de logements qui faisaient 4-5 étages, pas plus. Hein? Une partie, ben, ils avaient dit, il y a le parking en dessous. Ce parking, c'est trop grand pour toutes les bagnoles on peut mettre toutes les voitures du quartier. Comme il y a une partie en dessous, là, on pourrait faire une piscine là-dedans. Hein, après tout, il y a un trou. Hein, on peut mettre de l'eau dedans. Bon, c'est une partie piscine, une partie parking, et puis après, au-dessus, un petit jardin public à côté du bâtiment, etc. Eh bien, ça s'est quand même réalisé. Ah, ça a mis du temps. Ça s'est fini, ça c'était en 76. Hein. Ça ne s'est fini, ça s'est construit qu'en 83. Hein. Parce que entre le moment où le promoteur a déposé le bilan, qu'ensuite la ville préempte, qu'ensuite elle accepte que ce soit l'office, bon, et que l'office accepte que ce soit les plans, discuter avec le comité de quartier là, pour les plans, ben, c'est long. Hein? Et puis en 83, ben, comme c'est tout bon, il s'est retrouvé maire, là il leur a dit, la piscine, hein, des clous. Non, Chirac en veut pas de piscine. C'est pas pour des raisons de principe, il est d'accord pour que les gamins apprennent à nager. Mais une piscine, ça coûte cher, faut des maîtres nageurs, faut les payer, il n'y a pas de question. Hein? Alors, s'il n'y avait pas de maîtres nageurs, si on pouvait faire une piscine dans laquelle les gens risquent pas de se noyer, là, ça irait bien. Hein? Mais, malheureusement, et les subventions gouvernementales, ça représente quoi? 10% à peine, ou 15%. C'est une plaisanterie, bon. Et ça joue que sur la création, pas sur l'investissement, ça ne joue pas sur le fonctionnement. Hein? Alors, il n'y a donc pas de piscine, il y a un gymnase à la place, puis ils ont fait la maison des associations en sous-sol, c'est pas rigolo. Mais au-dessus, il y a quand même un petit immeuble de 4 étages, c'est pas mal, il y a un square, c'est... Quand tu passes avenue de Choisy, là, tu verras en face de Monsieur Meuble, il y a ça, là. Voilà, c'est... Le pire, c'est que les gens qui habitent là-dedans, qui ont été logés par tout bon, ne connaissent même pas l'histoire. Ils ne savent pas comment ça s'est fait, ils sont tous surpris, ils arrivent. Mais comment ça s'est construit, ça m'a dit la présidente des locataires. Ah bon? Je dis, je vais vous expliquer. Tiens. Alors, en ayant fait 2 ou 3 opérations, alors une autre opération aussi, où il y avait à Masséna, le long de la rue Gandon, là c'était mieux, c'était un des derniers permis de construire délivrés par la ville de Paris. Ils avaient délivré un permis pour 2 tours de 30 étages, distantes de 150 mètres. C'était un seul permis. C'est quand même un peu fort. Alors il y avait une tour de construite, mais l'autre n'avait pas été faite en même temps, parce que la banque, c'était la banque Laïna, devait avoir des problèmes financiers sans doute. J'avais gueulé, j'avais dit, ma femme, un seul permis pour 2 tours, chacune faisant 250 logements. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je croyais qu'un permis de construire, ben, c'était pour un seul lieu, pour une... Ah, mais c'est un seul lieu, parce que il y a... Le permis vaut aussi pour le parking souterrain, qui est pour les 2 tours, pour desservir les 2. Ah, bon, voilà la combine qu'ils avaient trouvée. Et du moment que les fonctionnaires avaient décidé ça, c'était réglé comme ça, le ministère avait dit amen. Bon.
Alors ils avaient construit la première tour, mais pas l'autre. Alors l'autre, c'était embêtant, parce qu'il y a une durée quand même limitée au permis. À l'époque, il fallait, dans le délai d'un an, commencer les travaux. Alors ils avaient commencé la comédie tous les ans. Ils mettaient, non pas 5-6 briques, mais ils construisaient 1 mètre ou 1,50 m de haut, pour dire on a commencé les travaux. Hein? Puis ils attendaient 11 mois pour en remettre d'autres au-dessus. Alors ça, celui-là, je m'étais dit, il se fera pas. Hein? Et chaque année, je surveillais le bazar. Alors en 81, je suis arrivé quand même à le liquider. À faire dire au préfet, là, c'est terminé, dégagé. Bon. À la place, il y a un immeuble de 6 étages, c'est tout. Alors, si bien que les promoteurs foutaient la paix, ils n'osaient plus tellement venir. Ils avaient fini par considérer que c'était... Alors, y compris les petits promoteurs, les gars qui viennent pour, soi-disant, réhabiliter des hôtels meublés, transformer ça en studio, qu'on revend après en copropriété. Hein. Mais comme c'est des hôtels meublés, évidemment, on ne veut pas reloger les gens. Hein. On vous dit, ils n'ont pas le droit au logement. Alors dans le 13e, on se battait comme des chiffonniers pour qu'ils soient relogés. On y arrivait. Bon. Alors, j'ai vu un type là, qui était venu rue de Tolbiac. Il voulait virer les gens. On était opposés. Là, les locataires sont vite organisés, hein, quand ils sont menacés, vieux. Et le type disant devant moi, alors, j'avoue que là, j'ai conseiller de Paris, ça compte, parce que si on se bouge, ben, le commissaire, il est aux ordres, et puis c'est tout, hein. Il va quand même pas vous passer sur le corps, le commissaire de police. Et je revois toujours ce type qui était de Malakoff, je crois. Un de ces gars qu'on appelle, je sais pas si c'est marchand de biens. Il s'était spécialisé dans ce genre d'opération-là. Liquidation, transformation d'hôtels meublés en immeubles de studio. Le type est venu, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cet arrondissement? Mais c'est des sauvages. Jamais j'ai vu des gars pareils. Non, je suis allé à Malakoff. Oh, pas de problème. À Montrouge, pas de problème. Je suis allé dans le 15e, ça a été. Et là, je peux rien faire. Ils sont toujours en train de m'emmerder. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis alors, puis les élus en plus qui s'en mêlent. Il dit parfaitement. Qu'est-ce que je suis pas à vendre, moi, hein? Oh, mais je cherche pas à vous acheter. Je veux pas de sous. Je dis ça va, hein. Tu sais que c'est pas possible. Allez. Alors, le gars, il dégageait. Bon. Quand vous avez réglé pendant 2-3 ans des affaires comme ça, je vous dis après, ils vous foutent la paix. Ça. On avait obtenu la réputation d'être un arrondissement pas marrant, pas facile pour les promoteurs. Et ben, ils laissaient pisser. Ils attendaient. Alors, on est arrivé comme ça quand même à ce que l'opération Italie soit terminée. Il n'y a jamais eu une délibération disant l'opération Italie est terminée. Non. Le Conseil de Paris, en 1976, lorsqu'il a adopté le plan d'occupation des sols, pour la première fois, il y a eu un plan spécial pour le secteur Italie, pour remplacer le plan de l'ancienne opération Italie, et dans lequel, bon, on avait élaboré ça en un après-midi avec les fonctionnaires de la direction de l'équipement de la ville et de l'urbanisme. Ben, on a abandonné terminé les tours, on n'élargit pas l'avenue d'Italie et on garde les hauteurs qu'il y a à peu près en faisant faire la plus grande partie là, vers Maison-Blanche par l'office HLM de Paris. Hein? C'était le secteur qui était destiné à la Cogedim, celui-là. Bon, la Cogedim, elle est passée chez Plumeau. Enfin, ils sont allés sur ici les Moulineaux et la banlieue ouest. Bon, et autres endroits. Alors,
C'était quand même assez passionnant, j'avoue. Mais les questions syndicales, eh ben, je ne m'en suis pas occupé pendant tout ce temps-là. J'ai passé ma vie, moi, à m'occuper de ces affaires. Hein. Et ce qui fait que, bah oui, devenu député, la première coopérative ouvrière de France, l'AOIP, l'Association des ouvriers en instruments de précision, qui était dans le 13e rue Charles-Fourier, a déposé son bilan, a vendu son siège, j'y pouvais rien. Ils avaient touché pas mal de subventions, mais vraiment, c'était plus viable leur affaire. Alors elle existe encore, mais elle est à Corbeil, non, Évry. Mais c'est tout petit. Il n'y a plus que le département instruments de mesure. Tout ce qui était téléphonie a disparu, tout ce qui était... Je ne sais même pas s'ils ont pu garder la partie robots qu'ils avaient démarré. C'était des robots à peinture. Je ne sais pas s'ils ont pu les garder. Et les autres entreprises n'ont pas pris du poil de la bête. Hein. Si, il y a des bureaux, mais c'est tout. Hein. La SAT continue d'éjecter son monde, la Société anonyme de télécommunications. Et ils dégraissent chaque fois qu'ils peuvent, c'est-à-dire au moins une fois tous les 2 ans. Et il n'y a pas de création d'emplois. Sauf, alors, les Chinois qui sont venus en créer. Mais ça n'a pas été une décision ni du Conseil de Paris, ni du gouvernement, c'est eux qui sont venus. Alors, là, moi, quand ça vous tombe dessus, c'est... En 1975, avec l'entrée des Khmers rouges à Phnom Penh, 3 semaines après, des Viets du Nord à Saïgon, sont arrivés en France les réfugiés de l'ancienne Indochine française. Et le gouvernement français les a accueillis en priorité. Il y avait une circulaire de Giscard, président, à toutes les préfectures, disant qu'on n'accueillait plus d'étrangers, sauf les Polonais et les gens venant de l'ancienne Indochine française. Alors ils sont venus avec des cartes de réfugiés, étant tous cambodgiens, et ils venaient de Phnom Penh, quelques-uns de Saïgon, mais la plus grande partie Phnom Penh, après être passés par un camp en Thaïlande. Alors ils sont venus dans le 13e parce qu'il y avait des logements de libres dans ces tours qui avaient été construites, celle qui avait été faite à la place de l'ancienne usine Panhard, à la porte de Choisy et porte d'Ivry. C'était des tours qui étaient en location, un peu chères, des 2 pièces surtout. Tous les samedis, il y avait un camion ou 2 camions de déménagement au pied de la tour, parce que les jeunes ménages qui habitaient là-dedans, quand ils avaient payé pendant 6 mois, les types disaient « ça va, hein. On s'est trouvé un logement aussi bien, moitié moins cher, en banlieue à 10 km, on dégage et on part sans payer notre dernier terme, que le promoteur se démerde à se le récupérer après. Hein. Et les gars partaient sans laisser d'adresse. Alors il y avait donc de la place. Il devait y avoir 1 ou 2 Cambodgiens qui sont arrivés un peu les premiers, des gars qui étaient dans les arcanes du pouvoir, pas des ministres, mais quelques hauts fonctionnaires ou gars de la presse ou de la télévision, quelque chose comme ça, qui sont arrivés en tête, qui avaient fait des études en France. Après, ils sont venus là, ils ont dit, bon, allez. Alors après, ils ont fait venir les autres, vous venez de Phnom Penh, allez, bon, allons-y. Il s'était constitué une association d'aide aux Khmers, présidée par un ancien
colonel, oui, ça devait être le colonel Saint-Simon, je crois, quelque chose comme ça, qui avait été en poste à Phnom Penh dans sa jeunesse, hein, et qui voulait maintenant faire sa BA, bien sûr, pour aider ces gens qu'il avait beaucoup appréciés lors de son séjour là-bas. Et les gens ont commencé à venir, les gérants des tours au départ étaient un petit peu inquiets en se disant est-ce qu'on sera payé? Les autres avaient adopté comme principe de payer rubis sur l'ongle et de payer leur loyer, quitte à ne pas manger. Hein? Mais on paye le loyer d'abord, hein? Ça, pas d'histoire. Au moins on a un toit. Hein? Et comme la réglementation française était très souple à ce moment-là, elle permettait à tout réfugié qui arrivait ici d'écrire au cousin ou à la famille qui était dans un camp de réfugiés, et en disant vous pouvez venir, je m'engage à vous trouver du travail et à vous loger. Les autres montraient ça aux représentants de la Croix-Rouge, là-bas, française, ça suffisait pour avoir la carte de réfugié, et prendre l'avion. Et arriver ici, où ils venaient retrouver les cousins, et s'entasser. Une famille, deux familles. C'est des logements qui sont bien faits, puisque pour éviter tout incendie, il n'y a pas le gaz, c'est donc la cuisine électrique. Du coup, la cuisinière est installée dans le logement, il y a aussi le frigidaire, donc on arrive, il suffit d'amener une batterie de casseroles, et puis vous achetez le riz en dessous à Euromarché par sac de 20 kilos, et puis ça y est. Vous avez même l'eau chaude sur l'évier, hein. Le riz est vite cuit, et les gars se sont comme ça, nourris avec du riz, et puis quelques boîtes de poissons les moins chères possibles, là, du poisson blanc, du flétan ou des choses comme ça, hein. Et ils se sont trouvés du boulot dans des petites entreprises que leur trouvaient là, les anciens qui connaissaient ceux de l'association qui les parrainaient. Et où ils sont rentrés comme chauffeurs-livreurs, etc. Mais comme ils travaillent bien, qui ne se faisaient pas remarquer, ils ont été vite les hommes de confiance, et ça allait. Les femmes ont pris du travail aussi. Certaines étaient allées travailler aux blanchisseries de Grenelle, le nez à la vapeur. Mais très vite, comme elles étaient sérieuses au boulot, ben on les a mis au contrôle. Hein? Elles ne restaient plus à se cuire le nez, là. Ça, c'était bon pour les femmes maghrébines. Tu vois? Elles étaient au travail plus sérieux. Et les gamins mis à l'école, ils ont vite appris comme ça qu'il y avait la cantine à l'école, où les gamins étaient bien nourris. Comme ils étaient réfugiés, ils payaient le tarif le moins cher possible, même aux besoins gratis. Et ils ont continué de faire venir les amis. Et si bien que c'est monté à un bon millier de familles assez rapidement. Et comme ils étaient tous des commerçants d'origine, ils n'avaient pas intention de rester dans cette situation-là, comme ça, de chauffeur-livreur, hein, jusqu'à la fin des temps. Ils se sont demandé s'ils ne pourraient pas faire des choses. Alors, ils ont eu un peu peur en 78. Il s'est arrivé en 75, 76. 78, élections législatives. Tout le monde disait que la gauche allait gagner, que Mitterrand serait Premier ministre, de Giscard, président, qui avait déjà envisagé de se retirer dans son château de Rambouillet pour ne pas se commettre dans Paris avec ce Premier ministre mécréant. Alors là, ils se sont inquiétés quand même, parce qu'il n'y avait pas longtemps qu'ils étaient en France, il y avait 2 ans. Ils avaient quitté l'Asie pour quitter les communistes. Et je me rappelle j'avais chez moi à l'époque Kine, un jeune Cambodgien, il y avait 2 ans qu'on l'avait. Son père était arrivé entre-temps, dans le 19e. Le samedi soir, il nous dit, le samedi matin, il nous dit, je suis obligé de partir cet après-midi, là, mon père me demande d'y aller. Bon, ben vas-y. Tu rentres quand? Ben, je rentrerai ce soir. Ouais. Il rentre le soir, il faisait une gueule, donc comme tout. Qu'est-ce qu'il y a eu, Kine?
Ah, il a mis un bout de temps avant d'en parler, puis il a fini par se débonder et dire, bah ça va pas. Le père avait réuni toute la famille, parce que les différents enfants étaient placés dans différentes familles de Paris. Hein. Et en bon pater familias chinois, il avait convoqué tout son monde. Le père était chinois, la mère cambodgienne. Il leur avait dit, voilà, demain il y a les élections en France. Vous avez vu, toute la presse annonce qu'il y aura une majorité de gauche. Et c'est sérieux, ils s'y connaissent. Alors, il y aura un gouvernement avec des communistes dedans. On n'a pas quitté le Cambodge. On n'a pas quitté Pol Pot et les communistes pour les retrouver ici. Hein. Ça, il n'est pas question, hein, qu'on reste. Alors, les grands-parents sont au Québec. À Québec, j'ai déjà pris mes dispositions. On partira le mardi. L'avion! Ils ne voulaient pas, les mômes. Ils n'avaient pas du tout envie, les mômes. Ils avaient 15-16 ans. Hein. Bon. Là, il leur a dit, c'est comme ça. C'est décidé. Alors, ils ne l'ont pas fait, puisqu'il n'y a pas eu de majorité de gauche. Hein. Le Mitterrand n'a pas été Premier ministre. Bon. Ah, alors là, ils sont donc restés. Du coup, là, tous ces Chinois se sont dit, ah, bon Dieu, c'est pas comme en Asie, oui, c'est quand même différent. Bon, alors, ils ont envisagé à partir de ce moment-là, après tout, oui, on doit pouvoir rester là, oui, c'est quand même, oui. Ouais, même si les communistes viennent, on verra bien ça. Et ils ont donc vu ce qu'ils pourraient faire. Et comme le quartier était très mal desservi en commerce, qu'il y avait des boutiques mal tenues par des gens âgés, qui demandaient qu'à partir, en retraite, en ayant touché un petit paquet là pour faire leur vieux jour, ils se sont mis à... Ils ont envisagé comment faire pour acheter les boutiques, et alors ils n'ont pas acheté ça une par une, ça a été fait de façon très, très bien organisée. Ils ont attendu que la campagne électorale des présidentielles de 81 soit démarrée, et une fois la campagne démarrée, en janvier, allez hop, ils ont acheté un paquet de 9 boutiques sur 10 à la porte de Choisy. La 10e, c'était une femme qui n'avait pas voulu vendre. Elle était... Là, il y avait une émission à la télé où le gars d'Antenne 2 l'avait interviewé. Et avait dit, alors madame, il y a à côté, toutes les boutiques sont achetées par des Chinois. Oui. Alors et vous? Ah ben moi, ils m'ont proposé d'acheter ma boutique, mais j'y tiens pas. Moi, je tiens à rester là. C'était une femme qui avait la cinquantaine, une bonne barigote. Et ça vous dérange pas? Ben, ça me dérange pas. Ils font leurs affaires, regardez, ils vendent leurs fruits et légumes, là, c'est des fruits tropicaux, tout ça. Moi, ça va, moi, j'ai mon commerce, là, j'ai ma clientèle, ça va, là, c'est... Je veux rester, puis je resterai. Ah bon, d'accord. Oh, ça n'a pas duré longtemps, hein. Ils sont venus lui proposer d'acheter sa boutique. Elle a dit non. Ils avaient proposé plus cher. Ils ont vu qu'elle ne comprenait pas. 15 jours après, elle s'est amenée le matin à 8 heures pour ouvrir sa boutique. Boudio, elle ne pouvait pas. Il y avait 1 mètre cube d'ordures là devant la porte. Hein? Ça bouchait la porte, on ne pouvait pas rentrer. Alors, merde. Là, ça commence à être obligé de déblayer ça. Qu'est-ce qui a fait ça? On ne sait pas. Hey. Alors quand même, des amis lui ont dit, tu sais, tu ferais peut-être mieux de... Faudrait mieux. Ouais. Eh ben, elle a fini par... Que voulez-vous? Hein? Ils n'ont pas eu besoin de le faire une deuxième fois. Ils ont... Les gars en gras, les gars en casquet. Ça... Et en liquide, hein? Car si vous aviez peur du chèque, que le chèque soit un chèque en bois, hein, le gars revenait 2 heures après, comme dans les films américains, hein, avec l'attaché caisse, on ouvre, il y a les billets tout neufs, c'est fait. Et ils viennent de la banque, hein, avec le certificat, c'est pas des faux billets. Voilà.
Et alors, elle a vendu. Et après quoi, ben, une fois que ça a été vendu là, ils ont acheté tous les fonds qu'ils pouvaient. Pour être sûr de les avoir, ils ont payé le triple de ce que ça valait, 6 mois plus tôt. Et il y avait une grande surface qui était encore fermée. C'était un Euromarché qui avait pas fait ses affaires, avenue d'Ivry. Là, c'est un Vietnamien qui s'y est installé au mois de septembre 81, après les élections législatives. J'avais été élu député, le gars, il me téléphone dans ma permanence. Allô, monsieur le député, il m'appelle monsieur Buis. Oui, je suis français, je suis d'origine vietnamienne, mais venez à l'inauguration de la grande surface que j'ouvre. Grande surface? Oui, avenue d'Ivry. Où je l'ai pris tout récemment, c'est vite fait. Ça sera un magasin franco-asiatique. 50% de marchandises françaises, 50% de marchandises asiatiques. Et j'appelle ça Asia Center. Alors je vais voir. Il n'avait pas mis une façade en bois ou en plastique. Non, c'était quand même qu'un grand calicot. Mais Asia Center. Et puis alors à côté, il y avait la traduction en vietnamien d'abord. En dessous, en cambodgien. Le cambodgien, c'est du sanskrit, hein? Alors que le vietnamien, c'est les caractères romains. Et troisième ligne en dessous, en chinois. Je dis, tiens, les trois langues, habituellement, sur les boutiques chinoises, hein, il y a du chinois. Il n'y a pas autre chose. Hein. Vous pouvez regarder. Ou alors, c'est qu'ils font un effort. Qu'ils ont mis restaurant vietnamien, tenu par un chinois, mais où on a mis quelques caractères vietnamiens, mais c'est pas souvent. Et là, les trois sur un pied d'égalité, ont-ils bien apprécié. Ça a très bien marché pendant 15 jours. Toutes les gondoles étaient pleines de matériel, de victuailles. Tout ça a été beaucoup de clientèle. Ils ont été dévastés. En 15 jours de temps, toutes les étagères étaient vides, ou aux 3/4. Et puis ça ne s'est pas rempli. Pourquoi? Eh bien, M. Buis, il avait demandé, ses fournisseurs de denrées asiatiques étaient à Bangkok. C'était des Chinois, ce n'était pas des Viettes. Hein? Il l'avait fourni au départ. Il leur a demandé de se réapprovisionner. Les gars ont dit, on ne livre pas. Ah, c'est terminé, on ne livre plus. Ils n'ont pas livré. Et personne d'autre ne l'a livré. Et sa boutique, eh ben, elle était vide. Il restait une malheureuse caissière. Hein? Alors il a essayé de tenir comme ça. Il n'avait pas envie de fermer quand même si vite. Bon, pour que ça ferme, ça s'est quand même terminé de la façon suivante. Il y a eu un matin où il y avait école. Hein, c'était pas un mercredi. Ça devait être un mardi ou un jeudi, je ne sais plus. Vers 10h du matin, dans ce magasin bien tranquille, où il y avait juste 2 caissières là, qui restaient, qui n'avaient rien à foutre, on surgit 2 gars avec un passe-montagne et puis un pistolet mitrailleur. Ta 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 ta. C'était des balles à blanc par terre, mais enfin, c'est... Ils sont repartis. Au Dieu de Dieu, là, ça... Il a fermé, quoi. 48 heures après, le magasin a été non pas loué, mais acheté par des Chinois, hein, qui se sont dépêchés d'ailleurs de le couper en 2. En bas, un supermarché. En haut, restaurant. Hein, 2 boutiques différentes. Comme ça ne fait pas un trop gros client. Et c'est terminé. Enlevé. Voilà. Monsieur Buis a disparu de la circulation. Je ne sais pas ce qu'il est devenu après.
Ça s'est réglé comme ça. Il n'y a plus jamais eu aucun commerce vietnamien après dans les quartiers. Hein?